Du coup, dernier joueur du jour, le joueur que tu attends depuis longtemps, tu as envie de parler de lui, je me doute. C'est Mike Conley, évidemment. Mike Conley, le meneur éternel de Memphis. Donc 10 saisons sur la décennie pour Mike Conley. On va voir qu'il n'y en a que 9 qui sont des vraies saisons, malheureusement. 16 points de moyenne et 33 minutes par match sur cette décennie. 20 600 minutes au total. C'est le 25e total de cette décennie. C'est pas mal, 25e. 620 matchs. Alors, au niveau du palmarès récompense individuelle, aucune sélection All-Star, aucune sélection All-NBA. Mais par contre, il y a une All-Defensive Second Team en 2013 à Memphis. Et donc, du côté des comparaisons, NBADraft.net, eux, ils pensaient à TJ Ford à l'époque. Je sais pas si ça te parle, TJ Ford. Oui, je vois qui c'était le mec de Toronto. Toronto Qui et était, les Pacers avec un Boundle. Qui était beaucoup moins score, hein, j'ai l'impression, que Mike Conley. Et puis Draft Express, pour eux, le meilleur scénario, c'était tout simplement Chris Paul, à l'époque. Ah ouais, bah écoutez. Le meilleur scénario pour Conley, c'était Chris Paul, tout simplement. Et le pire scénario, c'était Aaron Miles. Est-ce que tu connais Aaron Miles ? Pas du tout. Voilà, donc je crois que c'est le grand écart le plus phénoménal de l'histoire des grands écarts. C'est-à-dire, ton meilleur scénario, c'est Chris Paul, et le pire, c'est Aaron Miles. Voilà. Merci Draft Express. Au niveau des surnoms, pas grand-chose, hein, c'est pas un mec à surnom. On a Money Mike. Ouais, pour le contrat. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque, il a eu le meilleur contrat de l'histoire de la NBA. 153 millions sur 5 ans. Ouais. Et Mountain Mike aussi. Mountain je ne sais pas Mike, pourquoi. je vois pas. Ah bah c'est bizarre qu'il n'y ait pas les... Tu vois, il y a Clutch Mike. Ah ouais, oui, Clutch Mike. Le commentateur de Memphis l'appelait The Conductor. Le conducteur, d'accord. Ok. Conducteur par rapport au côté gestion, enfin le conducteur un peu meneur gestionnaire, quoi. Meneur gestionnaire, voilà, Ouais. j'alimente tout le monde. Donc pour son parcours, il a 23 ans au début de notre décennie. On rappelle un draft 2007, hein, c'est un des très hauts choix de draft de cette draft 2007. Et donc en 2011, 23 ans, et 13 points de moyenne et 6 assists, 36 minutes de jeu par match. Une équipe de Memphis qui fera les playoffs, hein, avec un très beau parcours de playoffs, hein, on peut le rappeler, puisque ils sont 8e de conférence, mais ils éliminent San Antonio qui est premier. C'est un méga upset de l'histoire de la NBA. Et il faut quand même rappeler que voilà, Mike Conley était quand même à 13 points et 6 assists. C'était pas encore le Mike Conley qu'on a connu ensuite à Memphis ou à Utah. On n'était pas sur encore ce même calibre, on va dire. Il était un peu plus sobre, hein, tu nous diras. 2012, il est encore à 13 points de moyenne et 6 assists, 35 minutes de jeu par match. En playoff, éliminé contre les Clippers au premier tour, malheureusement. Mais il y aura la revanche en 2013, où lui, il a 15 points par match, 34 minutes sur la saison régulière. Mais donc en playoff, ça bat les Clippers sur la revanche au premier tour. 2-0, on perd 2-0 et ensuite on gagne 4 de suite. Ah oui. C'est pas une série en 7 ? Ou alors je confonds avec celle d'avant ? Il me semble que c'est en 6, hein, les Clippers. Non, t'as raison. C'est en 2012 alors qu'il y a une série en 7 matchs. Oui, c'est ça. Et puis donc, OKC au deuxième tour. Vous battez OKC de Kevin Durant, mais pas de Russell Westbrook, qui sera blessé. Ouais. Et éliminé contre les Spurs en finale de conférence, mais c'était quand même un très beau run. 2014, c'est Dave Joerger qui arrive. Et lui, il a 17 points par match. Il y a un petit step-up, il a plus de responsabilités dans cette équipe. En playoff, éliminé contre OKC au premier tour, malheureusement. 2015, ça fait les playoffs, encore une fois. Hein, Mike Conley est toujours le Mike Conley de toujours, hein, bien sûr. Playoff, on s'en souvient un peu plus cette année-là, puisque ça élimine Portland, mais surtout, il y a la fameuse série contre Golden State, où Memphis mène 2-1 contre les futurs champions en titre. Et on ne parlera pas de l'ajustement tactique aujourd'hui, hein, de Tony Allen et Andrew Bogut. On réserve ça pour plus tard. 2016, donc, lui, il est encore autour des 18 points par match, ou alors j'ai mal écrit sur ma fiche, pardon. 15 points à peu près. 15 points par match, c'est ça, pardon. J'ai très mal écrit ma fiche, pardon. Donc voilà, et puis en playoff, sorti contre San Antonio au premier tour. Et donc 2017, c'est là où il y a le fameux step-up offensif pour lui. Il fait 20 points par match cette année-là, avec une très bonne efficacité, on va en parler. Il est vraiment dans un rôle majeur. Malheureusement, en playoff, c'est éliminé contre San Antonio au premier tour d'un très grand Kawhi Leonard. C'est Kawhi mutant, c'était n'importe quoi, Kawhi sur cette série de playoffs. Disons que c'était la meilleure saison pour l'instant de Mike Conley en carrière. C'est aussi la meilleure saison de Kawhi Leonard en carrière. mais bref, 2018, malheureusement, il est blessé. Il fera que 12 matchs. Bon, c'est pas plus mal parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir Jaren Jackson très haut à la draft. Et puis 2019, il revient, 2 blessures. Il fait 21 points par match, mais dans une équipe qui est quand même pas très forte. Hein. Pas de playoff. Et puis ensuite, l'échange du côté de Utah contre, à l'époque, Jay Crowder, Grayson Allen, Darius Bazley et Kyle Korver aussi dans cet échange.
Et d'ailleurs, un tour de draft qui donnera Walker Kessler, je te l'apprends. Oui. Et puis en 2020, pour finir la décennie, donc une année à Utah, et plus chez toi. Il fait 14 points cette année-là à Utah, 29 minutes par match, il est un peu plus vieux évidemment, mais le Utah de Conley et de Donovan Mitchell est quand même très bon offensivement. Et en playoff, malheureusement, ça s'arrête au premier tour. Cette fameuse série Utah-Denver avec le buzzer beater au Game 7 de... Qui fait gamelle. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Qui a failli rentrer. Après un lay-up manqué en contre-attaque de Torrey Craig, on ne reviendra pas dessus non plus. Mais bref, donc on l'avait, je crois, tous les deux en premier de notre QV du jour. C'est vrai qu'il a une décennie qui est plus ou moins irrégulière, ou en tout cas pas aussi haute dans son ensemble que son pic, on va dire, mais un joueur qui est là tout le temps et tout le temps très valuable dans des rôles assez importants. C'est ça, il est présent en saison régulière, il est saison en playoff, il y a un présent en playoff aussi. Et en fait, c'est un joueur qui a, dans la décennie, qui a su changer de rôle en étant bon la plupart des fois. C'est-à-dire que dans un premier temps, il était plus en accompagnateur, en gestionnaire pour alimenter d'autres joueurs offensivement, à la période, par exemple, Rudy Gay. Ensuite, Rudy Gay part, il récupère un peu plus de touches offensives avec Marc Gasol. Et du coup, même s'il y a quand même... parce qu'il y avait aussi Oji Mayo, faut pas l'oublier, il y avait aussi Oji Mayo dans cette équipe-là qui avait pas mal de responsabilités balle en main. Et après, une fois que Tony Allen arrive et du coup Mike Conley est seul à la baguette, puisque faut aussi, il y a quelque chose qui est important à savoir. Faut savoir que par exemple Mike Conley, quand il arrive à Memphis, il y a déjà Kyle Lowry. Donc il a mis du temps à s'imposer. Il y a déjà Kyle Lowry. Kyle Lowry est transféré. Et le soir, en fait, de la loterie pour avoir le pic, Memphis, entre guillemets, perd la loterie d'une draft qui était annoncée à 3 avec Oden, Durant et Al Horford, et se retrouve avec le 4e choix, un peu par défaut. Et finalement, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise en la personne de Mike Conley. Mais pour revenir sur sa décennie, c'est un joueur qui a évolué avec le temps, qui a su devenir plus scoreur, qui au début prenait que du catch and shoot à 3 points et qui a développé du pull-up à 3 points. C'est un joueur qui a toujours été bon dans la zone intermédiaire et à 2 points notamment, assez bon à 2 points avec une belle panoplie de flotteurs, bon handle, bon défensivement au début, mais qui a eu des difficultés après quand il y a eu des défenses de switch, puisque voilà, le poids, la taille, c'était plus compliqué pour lui. Et puis, ce que je peux retenir de lui, même sur le plan défensif, c'est que contrairement par exemple à un gars comme Tony Allen, j'ai trouvé que Mike Conley, il était bon en fait sur l'homme, notamment sur tout ce qui est pression, vivacité, pour suivre les joueurs dans les écrans, mais qu'il était très bon pour aller faire, à l'époque quand on envoyait le ballon au poste, en fait, pour aller doubler sur le joueur, enfin une espèce de, je sais pas si on appelle ça un stunt, je sais pas si c'est toujours dans le cadre d'un stunt, en fait, aller sur le joueur et retourner sur son joueur, mais en gardant les bras levés, en les agitant un petit peu pour dévier la balle. Il était très bon pour ça. Et ça apportait pas mal de choses à la défense de Memphis. Mais globalement, je trouve que c'est un joueur qui a fait une très bonne décennie. Je pense que c'est une décennie qui est peut-être sous-cotée puisque c'est pas quelqu'un qui a été All-Star par rapport à ce qu'il y avait autour de lui à l'époque. Mais en fait, j'ai l'impression que quand même dans l'inconscient des gens, enfin de la plupart des gens, qu'il serait pas loin sur la décennie d'un Kyle Lowry. Je trouve qu'il y a quand même une distance entre les deux. Mais dans l'inconscient des gens, il y a pas mal de personnes, en tout cas pendant les années 2010, qui disaient que Conley Lowry, c'est quasiment kiff-kiff, voire même que Conley est meilleur. Et toi, tu dis que Lowry est quand même meilleur. Oui. Ouais, je suis assez d'accord, mais en même temps, ça ne surprendra personne. Puisque je suis le capitaine du bateau Kyle Lowry, apparemment. Non, mais alors, pour parler de sa décennie, c'est vrai que, enfin, pour revenir même avant sa décennie, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a été drafté très haut, mais qui a longtemps eu des doutes sur son explosion. Il faut s'en souvenir, aujourd'hui, il a une top carrière, on s'en souvient pas forcément, mais il a mis du temps un peu à exploser et il y a eu quelques doutes. Mais c'est vrai que il y a une deuxième partie de carrière, peut-être on va dire une deuxième partie de décennie où il a plus de responsabilités offensives, et notamment sa fabuleuse année 2017, il a 26% d'usage, ce qui est pas mal, c'est pas non plus 30%, mais c'est beaucoup de responsabilités, et 109 de true shooting plus, c'est quand même plutôt pas mal. Mais donc bref, il y a cette deuxième partie où il va être plus responsabilisé, plus sur son pull-up, voilà, donc il y a ce côté-là. Et puis au début, il était quand même, on va dire,
un rôle de défenseur et meneur assez sobre, Oui. mais qui finalement faisait un peu le taf, quoi. Donc j'aime bien cette double valeur qui vient de deux rôles un peu différents, Mhm. où au début, il y a déjà des gens qui font du scoring, hein, du Rudy Gay, du Uji Mayo, comme tu disais, qu'on oublie, même du Zach Randolph, hein, qui sont là pour faire du scoring. Et finalement, lui et Marc Gasol se développent petit à petit lentement. D'abord, ce sont des défenseurs, et ensuite, eux, ils prennent le pouvoir. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que quand eux sont au maximum de leur niveau, autour de 2016-17, Les autres sont l'équipe plus autour, assez bons. malheureusement, est Ouais. plus aussi bonne, quoi. Et alors que voilà, c'est un peu dommage parce que l'effectif autour est plus aussi bon qu'il pouvait être au début. Mais c'est vrai que en attaque, c'est pas un meneur, on va dire, c'est pas une superstar. C'est pas quelqu'un qui va être un peu à la Westbrook avec plein de volume, plein de playmaking ou ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu en fait, un peu le moule du meneur de ces années-là, quoi. Le vrai meneur gestionnaire, on va dire. C'est-à-dire le meneur qui est un peu capable de tout faire, qui fait rien peut-être d'extraordinaire, mais qui a cette fonction d'être un gestionnaire comme on en a plus trop aujourd'hui, donc de savoir mener le jeu parce que tout passait beaucoup par lui notamment, mais aussi un peu de scoring, un peu de drive, un peu de pull-up, un peu de catch and finish aussi, de catch and shoot, pardon. Et c'est, voilà, sur ces années-là, ce qui a été bien, c'est que la création n'était pas folle, mais elle était là, un peu. Et puis, le côté shooter qui pouvait finalement lui permettre d'évoluer avec n'importe qui d'autre sur le terrain, qui était assez intéressant, quoi. C'est vrai qu'au début, la plupart des shoots qu'il prenait, c'était plus des réceptions de tir sur, par exemple, on met la balle au poste à Zach Randolph. Zach Randolph amène la prise à deux, il ressort sur Conley et Conley, il a un tir grand ouvert. Et au fur et à mesure, ces tirs-là, ils sont devenus plus compliqués où c'était, en fait, par sa pression et par sa menace sur le périmètre, on l'empêchait, parce que c'était quelqu'un qui était très rapide, on l'empêchait un peu de prendre l'intervalle et du coup il pouvait sanctionner sans décalage préalable ou sans tir du système. En fait, c'est quelqu'un qui, avant tout, au début de sa carrière à Memphis en tout cas, euh, était là pour donner du lien dans les différents systèmes et qui petit à petit est devenu a eu des cartes pour jouer ses propres systèmes et être indépendant en fait, exister indépendamment du système et de l'écosystème qui avait autour de lui. Oui, d'être un peu plus créateur, Mhm. un peu quand lui voulait, quoi. C'est ça. Dans n'importe quelle condition. Après, ce qui est dommage, et parce qu'encore une fois, hein, pas de what if, donc on prend ce qui est arrivé, c'est très dommage qu'il ait à la fois eu une blessure et en plus un contexte de Memphis qui a été moins bon, pile quand lui arrivait à son prime, finalement. Parce que là, si on met en lumière la saison 2017 en elle-même, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu 2018 et 2019 qui ont suivi. Euh, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Oui, 2018 c'était un peu plus délicat puisqu'il commence bien mais il se blesse très tôt et au C'est ça, ouais. final il est mis au congélateur. Et ensuite 2018-2019 c'est un peu pareil. Hein. 2018-2019 il joue mais enfin c'est un petit peu plus difficile pour lui dans la saison même si statistiquement ça va mais enfin c'est plus vraiment le Mike Conley C'est ça, ouais. qu'on a connu quoi et puis c'est plus en fait du showcase un Exactement. peu pour le rendre désirable à d'autres équipes quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors que s'il avait eu 3-4 années de similaires à sa 2017, on va dire, je pense que je l'aurais eu plus haut et plus proche de Laurie, effectivement. Mhm. Mais moi, après, il y a un côté qui me. Pourtant, j'adore ce joueur, mais je me retrouve à mettre des petites nuances que je m'attendais pas à faire ça. Mais je trouve que le playmaking, finalement, ça n'a jamais été ni un gros volume, ni ultra créatif. Ce qui est un peu dommage. Et tu vois, par exemple, le côté cérébral de Kyle Lowry, je le retrouve pas chez Mike Conley. Ni même le côté gros volume à la passe, de pouvoir faire des passes un peu partout sur le terrain, comme John Wall, par exemple. Ou une maîtrise du pick and roll, je la trouve pas complètement sur Mike Conley. Je suis allé regarder, hein. Tu regardes tu prends des saisons, tu regardes toutes ces passes décisives sur une saison, t'as que des passes très académiques. C'est du basique. Oui, c'est académique. Oui. Exactement, ouais. Mais t'as rien de fou, quoi. C'est très très propre. Après, il évoluait aussi dans un contexte très académique hein, avec Zach Randolph, c'était petit pick and C'est roll, vrai. passe à terre, main droite, passe à terre, main gauche, enfin, des choses comme ça. En fait, t'avais pas enfin, pas de forcément de cross coup de passe parce qu'il y avait personne à 3 points. Enfin, et puis il évoluait dans un système, tu vois, aussi avec pas mal de Marc Gasol qui prenait dans le volume de passes décisives parce qu'il y avait énormément de high-low en fait qui se jouait entre Marc Gasol et en fait c'est-à-dire que même si c'était le meneur, une fois qu'on arrivait sur demi-terrain et qu'il lâchait la balle, en fait,
Gasol devenait plus le meneur de jeu de l'équipe un peu et Ouais. Conley était plus le scoreur opportuniste. À partir du moment où il avait lâché la balle, c'était plus lui qui contrôlait l'attaque et il la récupérait rarement, en tout cas au début. Et c'est après, à partir vraiment alors oui, en 2015, il commence à avoir, comme on commence à avoir des backups un peu potables, donc il joue avec Beno Udrih, des choses comme ça. Donc du coup, il commence un peu à développer le jeu off-ball et plus de scoring avec un autre joueur, parce que c'est l'une aussi des faiblesses de Memphis sur cette décennie-là. Le poste de backup meneur, ça a été calamiteux jusqu'à ce qu'il y ait Beno Udrih, voire Marius Chalmers, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Il y a une période avec Nick Calates aussi, hein, d'ailleurs. Nick Calates aussi, oui, Nick Calates. Mais tu vois, je veux bien entendre l'argument de le contexte, et en plus, c'était pas le style de l'équipe avec Randolph et Gasol et tout ça. Mais en même temps, si il était pas non plus lui-même excellentissime au point que le front office se dise bon, on va lui faire des pick and roll à foison et on Oui. va aller lui chercher des partenaires de pick and roll à foison parce que on peut pas le sous-utiliser, quoi. Oui. Il a jamais été bon à ce point où on a dit il faut qu'on change les plans parce qu'il faut exploiter ça, quoi. Finalement, on n'a jamais eu ça. Et sur la défense, après, quand même, point positif, extrêmement propre Oui. en tant que passeur. Et ça, peut-être qu'on peut le lier à son style académique, hein, comme tu disais. Très bon exécutant, mais qui prend pas de risque non plus. Ça se voit aussi. La rentabilité, c'est qu'il perd pas le ballon, donc c'est bien. L'autre truc, c'était par rapport à la défense. Très bon défenseur sur l'homme, mais après, avec le petit bémol que ça reste sur un poste de meneur, hein, de point d'attaque, qui est forcément moins valuable que un protecteur de panier ou un ailier défenseur. Et même, tu vois, on parlait de Kyle Lowry, justement. Je trouve que Kyle Lowry arrive à faire des trucs sans ballon et avoir plus d'impact de ce côté-là que Mike Conley n'a jamais eu. Est-ce que tu me rejoins ou pas de ce côté-là? Oui, notamment sur les switch, les pré-switch. Ouais. Voilà, les box-out. On va dire que les box-out, des choses comme ça. Après, c'est vrai que, on va dire que Conley est plus exécutant que donneur d'ordre sur la défense, puisque, voilà, même si défensivement, il était plus exécutant de couverture avec, par exemple, Tony Allen qui avait le rôle principal en fait de leader. C'était pas le leader de la défense extérieure. Ouais. C'était un rouage essentiel, mais c'était pas le leader de la défense extérieure. Là où peut-être du côté de Lowry, c'était vraiment le cerveau de la défense extérieure, et puis il avait plus de capacité, hein, puisque c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tanké, notamment sur les switches et des choses comme ça. Ce sont des choses que Mike Conley ne pouvait pas faire. Et tu vois, le côté, d'ailleurs, le côté sans ballon, le défense sans ballon et tout ça, c'est exactement ce qu'il lui reprochait à Utah. C'est qu'on n'avait pas ce côté-là, quoi. Pas que en dehors de notre décennie, hein, notamment en 21 et 22, mais même en 2020 aussi. Et c'est vrai que par rapport, pour revenir un peu sur l'attaque, moi je lui mets un peu, je trouve que la dernière saison à Utah, elle est bonne. Et Utah passe d'une équipe qui est plutôt défensive à carrément offensive. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui attribuer complètement cette transformation-là, dans le sens où il y a Donovan Mitchell qui s'améliore, donc il y a l'arrivée de Mike Conley, mais il y a aussi l'arrivée de Bogdanovic, notamment. Il y a un meilleur spacing, etc. Il n'y a plus Rubio. Il n'y a plus Rubio, donc il y a du spacing, c'est ça que tu voulais dire. Un peu plus. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne saison, mais c'est pas non plus lui qui fait passer Utah dans une autre dimension. C'est plein de petites choses qui s'ajoutent. Et même en termes de volume, on parlait de volume avec DeMarcus Cousins, il a toujours été entre 20 et 26% d'usage sur ces années en carrière, en décennie, sur cette décennie. Mike Conley, ça n'a jamais été des gros usages. Et en playoff, alors 2200 minutes de playoff, ce qui est dans le top 30 ou 33e, pas loin, 61 matchs, donc pas mal, hein, vraiment pas mal. Ce qui me dérange un peu, c'est que les stats d'efficacité s'effondraient quasiment tout le temps au niveau des playoffs. Ce qui est un peu logique parce que c'est un profil de créateur, mais voilà, ça fait partie de ces créateurs qui ne maintenaient pas une efficacité en playoff sur des tirs plus difficiles, hein, notamment 2011, il passe de 1,04 points par tir tenté, 1,04 à 0,95. 2013, il passe de 1,11 à 1,00. 2014, il passe de 1,10 à 0,98. 2015, il passe de 1,13 à 1,07. Enfin bref, il y a un peu ce côté, quand les tirs deviennent plus durs, il n'a pas cette même efficacité, quoi. Carrément. Mais bref, du coup, toi, au niveau du classement, tu l'imaginais devant Cousins, mais du coup, à quel niveau? Moi, au niveau du classement, je le mettais un peu devant Jrue. Moi, je l'avais un peu devant Jrue.
Ouais. Un peu On devant a Giroud, exactement la même place. et je pense que je pouvais monter peut-être jusqu'à Jokic max. Je comprends. Tu veux dire le haut de ta fourchette? Mais c'est le haut de ma fourche. Vraiment, je le mettais difficilement au-dessus, par exemple, de Parker ou de Klay Thompson sur la décennie, par Ouais. exemple. Oh, attends, non. On va arrêter de mettre des gens devant Klay Thompson. Non, je plaisante par rapport au Discord. Non, je le mettais aussi devant Jrue Holiday. Et c'est vrai que pour moi, ça, je crois que si je devais choisir, je préfère Conley que Holiday en fait. Où je sais que je suis plus bas que la moyenne sur Holiday, qui est enfin devenu un joueur efficace à Milwaukee. Mais on est hors décennie. Mais qui a passé la décennie en étant un défenseur de très haut niveau. Mais avec, pareil, un playmaking un peu limité. Et surtout moins d'efficacité. Et Conley a été plus efficace, alors pas tout le temps, mais là, il a quand même globalement été plus efficace sur la longévité de la décennie, et en plus avec un pic bien meilleur, je trouve. Oui, avec un rôle de go-to-guy là où Jrue Holiday n'a jamais eu ça vraiment. C'est ça, ouais. Ouais. Et donc c'est ce qui me faisait le mettre devant Jrue Holiday. Après, je sais pas, ouais, Serge Ibaka, pourquoi pas, mais Ibaka, c'est vrai que je donne pas mal de valeur à toute la première moitié où il est rim protecteur de très haut niveau à OKC, dans des très bonnes équipes d'OKC. Donc, moi qui pondère pas mal le côté rim protecteur, je mettrais quand même Conley entre Ibaka et Holiday. Ok, Si ça moi te va. ça me va, très bien. Ok, bah, je vois qu'on est plutôt d'accord au niveau du classement. À chaque fois, on tombe dans la même zone. Donc, ok pour le classement. Donc, attends, j'ai pas dit la place exactement. On est autour de la 16e place. On a Jokic 14, Gobert 15, Ibaka 16 et donc Conley 17. Et ensuite, on a du Jrue Holiday, Kevin Love, Rajon Rondo, etc., pardon, pour le dire correctement. Et donc, petit quiz pour finir. Bah, allez, je me suis dit, on va faire plaisir à Tom. Qui est dans l'effectif? Et c'est un effectif des Grizzlies, évidemment. Et c'est l'effectif de la meilleure saison de Conley, donc Memphis 2017. Est-ce que tu es capable, et je sais que tu l'es, de me citer des joueurs de ce Memphis 2017? Memphis 2017. Alors, il y a mon chouchou. Il y a Troy Daniels. Exactement, Troy Daniels est là. Troy Daniels, en backup, c'était la draft. On a drafté Wade Baldwin, je crois. Tout à fait. Alors, tu commences par les plus durs. Hein. Ah non, mais moi, il m'avait marqué parce que son premier match, je crois, il fait un 5x5 ou pas loin, quoi. C'était son premier match, le tout premier il a match de été Wade coupé Baldwin. avant la fin de son contrat rookie. Hein. Ouais, il est coupé avant sa deuxième année rookie. En fait, avant sa deuxième année sophomore. C'est assez dingue. Après, bah, si c'est cette draft-là, il y avait aussi Deyonta Davis, du coup. Exactement. Mais tu commences par les tout derniers noms, toi. Ah, moi, c'est les mecs qui m'avaient marqué à ce moment-là. Alors, Tony Allen, il est là. Ouais. Le backup de Conley, je crois que c'était Andrew Harrison cette saison-là. Tout à fait. Andrew Harrison. Je crois que c'était lui, Andrew Harrison. Alors, Parsons, il est dans l'effectif, certainement. Oui. Il y a Zibo encore. C'est Oui. la première année de Fisdale, il sort du banc. Oui. Jamichael Green est titulaire. Tout à fait. Jamichael Là, Green les gens, ils se rendent compte que tu es effectivement fan de Memphis. C'est un sans faute. Il y a du coup aussi, il y a Vince Carter. Il y a Vince Carter aussi, je crois qu'il est encore là parce que Deyonta Davis dormait sur son canapé. Oui, Vince Carter qui joue à la place de Parsons, malheureusement, parce que ça aurait dû être Parsons. Hein. Alors, qui est-ce qu'on a drafté avant? Jarrell Martin est encore là, je crois. Exactement, Jarrell Martin. Alors là, c'est incroyable. Tu me sors tous les noms que... Jarrell Martin est encore là. T'as oublié le joueur préféré de David Fisdale? Non, c'est un peu ironique, joueur préféré. C'est le joueur qui l'a fait virer. Ah, Marc Gasol. Comment j'ai fait pour oublier Marc Gasol? Ouais, Marc Gasol, t'avais pas cité Marc Gasol, mais bon. Marc Gasol, ouais. Marc Gasol, alors c'est qui? Je crois avoir peut-être un autre nom et après j'ai plus rien. Je crois qu'il y a Wayne Sheldon parce qu'il fait une grosse Summer League. Exactement, Wayne Sheldon est là. Un de mes joueurs préférés all-time. Qui était meilleur que Andrew Wiggins à Kansas. Je n'en démords pas. J'adore ce gars. Maintenant, il a des locks. Non, Wayne Sheldon, qui était le 3e larron avec Wiggins et Embiid à Kansas. Énorme shooting guard. Énorme. Enfin, j'étais amoureux, moi. Le passing de Wayne Sheldon, j'étais amoureux. Mais bon, d'ailleurs, c'est lui qui doit se coldiner Kawhi. C'est lui qui doit se coldiner exactement. dans la saison. Et d'ailleurs, vu qu'on a parlé de Wayne Sheldon, on fait coucou à Thibaut, hein, si tu nous écoutes.
Je sais que toi, tu comprends mon amour pour Wayne Selden. Wayne Sheldon. Alors, il y a qui? Alors après, tu m'as cité Troy Daniels. Il y avait un Ouais. autre Troy. Ah, Troy Williams, l'arnaque. Exactement. Qui était Troy de Indiana, Williams. de la fac d'Indiana. Oui, 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 oui. Un autre ailier défenseur, un peu plus défenseur celui-là pour de vrai, qui était un joueur non drafté, qui a commencé à Miami autour de 2013-2014, qui ensuite a fait du Ah, James Ennis. Philadelphie. James James Ennis. Ennis, c'est dans cet Ouais. effectif, James effectivement. Ennis 2 ou 3, je crois. Il y a un truc, James Ennis, Et ouais. puis après, on a un pivot très grand, très long, très explosif, juste pour faire du catch and finish sur pick and roll. Ah, un pivot ou la théorie d'un pivot? La théorie d'un pivot. Brandon Wright. Exactement. Et on finit par un joueur que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé à suivre la NBA, mais parce que je m'y connaissais pas du tout. C'était un meneur de New York à l'époque, autour de 2010. Un meneur de la QV 2009 d'ailleurs, de cette fameuse QV où il y a plein de meneurs, qui était un meneur 3&D, hein, un peu le Patrick Beverley du très Meneur pauvre. de New York. Ah, Tony Douglas. Tony Douglas, Il était effectivement. là, Tony Douglas. Tony Douglas, exactement. Et donc, tu as fait un sans faute, tu as réussi à trouver tous les noms. C'est assez impressionnant. C'est le côté fan de Memphis. C'est le côté fan de Memphis, ça, je pense. Oui. Tu vois, tu as battu Jérémy qui n'était pas arrivé à trouver tous les noms sur Denver. Je crois qu'il avait pas réussi à trouver Justin Hamilton. Ouais, Mais tu bref. peux pas lui en vouloir. Mais après, c'est vrai que moi, ça m'a marqué, tu vois, parce que c'était des drafts catastrophiques. Ouais. C'était Ouais. des drafts catastrophiques et on arrive du coup, Mike Conley vient de signer un énorme contrat et on se retrouve avec plein de rookies dans l'effectif, avec Andrew Harrison en backup, Wayne Sheldon, Wade Baldwin, incroyable. Et puis Deontay Davis, ça m'avait marqué parce qu'à l'époque, j'avais tweeté l'avenir de Memphis, c'est Radé Zagorac et Deontay Davis. Ce tweet n'est pas supprimé. Allez le retrouver, ce tweet collector.